Bonjour, on se rejoint aujourd'hui pour XP Tactique avec mes deux comparses de d'habitude, hein. Présentez-vous, Coucou, allez-y. c'est Méa. Mea et Mitsuki, voilà, moi c'est Sigrid. Et aujourd'hui on se rejoint pour les combats au tour par tour, rétro ou intemporel, ça va être la question. Et tout va tourner autour de ça. Et on commence sans plus attendre. Ça vous va? Oui, C'est parti. Du coup pour cette première partie, on va voir les origines du tour par tour dans les RPG, donc de la stratégie antique jusqu'au pixel. Donc avant même que les jeux vidéo existent, avant même qu'on ait des consoles ou des écrans, l'idée même de jouer à tour de rôle était déjà ancrée dans notre culture. Donc il faut remonter à l'Antiquité pour voir les premiers jeux structurés autour du tour par tour. Des jeux comme le Senet en Égypte ancienne, le Go en Chine, ou plus tard les échecs en Inde et en Perse. Tout reposait sur une mécanique fondamentale, l'attente de son tour pour réfléchir, anticiper et répondre. Chaque mouvement comptait, chaque décision pouvait tout changer. Ces jeux-là, à l'origine, ce n'était pas que du divertissement, c'était aussi une forme d'apprentissage de la stratégie, du temps et du rythme. On apprenait à observer, à patienter et à frapper au bon moment. Et cette philosophie, on la retrouve bien plus tard dans les jeux de rôle. Donc on fait un fast-forward jusqu'aux années 70 aux États-Unis. Donc c'est là qu'apparaît un jeu que peut-être vous connaissez, qui va poser les bases de tout un pan du jeu vidéo moderne, enfin du RPG surtout, qui est Donjons et Dragons, donc D&D pour les intimes. Vous connaissez? Je sais pas, peut-être. oui. De noms Oui. comme ça, hein. Bah, c'est-à-dire que j'ai vu Stranger Things, du coup je connais Ah ouais, maintenant. d'accord, évidemment. Donc c'est un jeu créé donc en 74 par Gary Gygax et Dave Arneson. C'est le premier jeu à codifier les combats et les interactions dans un univers fictif en tour, en utilisant des dés, des statistiques et surtout un ordre d'initiative. Chaque joueur attend que le maître du jeu lui donne la parole pour agir, il y a un timing, une structure, une logique, et même en dehors des combats, tout est pensé par séquence, le fameux que faites-vous, voilà. Vous répondez quoi, ton sort, à quelle durée, etc. Donc le tour par tour dans D&D, c'est plus qu'un outil technique, hein, c'est une narration partagée, hein, où chaque action vient s'inscrire dans une chaîne logique d'événements. Mm. Bon, ce modèle va rapidement influencer les nouvelles scènes, hein, le jeu vidéo, voilà, sur ordinateur dans les années 80 et fin des années 70 déjà. Donc les premiers développeurs de RPG numériques sont pour beaucoup des joueurs de D&D, hein. Ils veulent reproduire ces expériences, ces batailles où le temps est suspendu entre chaque action. Et techniquement, le tour par tour s'adapte extrêmement bien et parfaitement aux limitations des ordinateurs de l'époque. Donc pas besoin de gérer du temps réel, ni d'animation complexe. On affiche une situation, le joueur prend une décision, puis le jeu répond. C'est ainsi qu'apparaissent des titres fondateurs comme Wizardry, donc en 1981, avec des donjons en vue subjective et des combats en ligne comme contre des monstres. Donc c'est des représentations très filaires en fait, assez simplistes au débat. On retrouve aussi Ultima Exodus en 1983. Voilà, ça rajeunit pas, hein, c'est mon âge, bref. Qui propose déjà un système de positionnement au sol et des actions par personnage. Et surtout, Dragon Quest, je sais pas si vous connaissez, hein, en 1986, Oui, je connais. qui Ça va, date voilà, qui va depuis être, peu, mais voilà, on va beaucoup en Dragon parler Quest, parce que c'est quand grand même, classique. voilà, c'est même un pilier qui va propulser le combat au tour par tour au Japon et poser les bases du JRPG jusqu'à aujourd'hui, car c'est ce qui a influencé énormément de sagas qui ont suivi après. oui. Très bien, allons-y maintenant. Comment vous avez vécu, vous, vos premières comment dire, incursions
dans le RPG au tour par tour? Moi, ma toute première RPG tour par tour, c'était Pokémon. Hein. J'ai commencé par Pokémon Rouge. Voilà. Non, mais moi, c'est pareil. C'est ça Le qui est tout terrible. premier, c'est vraiment Pokémon. Ça veut dire que j'ai commencé avec la Game Boy, avec Pokémon, quoi. Donc, Eh bien, dis donc. Bah, moi, j'ai une anecdote personnelle. J'étais à l'hôpital quand j'ai commencé Pokémon. Et mon voisin de chambrée, j'étais très jeune, mon voisin de chambrée, il voyait que je m'ennuyais, il m'a prêté sa Game Boy et j'ai passé beaucoup de temps sur Rouge et je crois même que j'ai beaucoup avancé parce que je suis allé jusqu'à l'avant-ville. Voilà, donc j'ai passé un D'accord. bon moment à l'hôpital quand même, mais c'est pour ça que je pense que c'est Pokémon qui m'a le plus marqué parce que moi aussi C'est c'était Rouge. vraiment le jeu, enfin vraiment le RPG qui vous a, enfin vraiment le tout premier RPG auquel vous vous rappelez où il y avait ce mode de jeu. Euh, Personnellement, oui, même si C'est là que je me dis que j'ai un coup dur en non, fait. Alors non, le tout premier RPG, enfin le tout premier tour par tour que j'ai joué avant Pokémon, c'est un jeu de cartes qu'il y avait sur PC. Mais je me souviens plus du nom. D'accord. Ouais, du coup c'était pas un RPG quoi. Ouais, Non, c'est pour dire, en en fait. vrai, C'est moi, un tour par tour. en vrai, c'est pas un tour par tour parce que c'est un platformer, mais les combats de boss de Alex Kidd, c'est ma première vraie incursion dans le tour par tour. Dans le sens où tu fais du perfect ciseaux et tu fais à ton tour, quoi. Donc, mais c'est plutôt Pokémon, du coup. Alors moi, ma vraie incursion dans le tour par tour, j'ai eu la chance, on va dire, d'avoir un micro-ordinateur assez tôt, dans les années 90. Et ben, ça a été comment il s'appelle, Land of Lore et les Ishar aussi, qui sont bon. Alors, c'est pas vraiment du tour par tour, hein, c'est un peu, c'est un peu du semi-temps réel. Mais du coup, peut-être Baldur's Gate, c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus ça. Et j'y réfléchis, mais je me dis, attends, j'avais sur ma Super Nintendo, j'avais Secret of Evermore, hein, donc voilà. Hein. Bon, mais c'est à peu près la même période, donc je pourrais pas dire lequel était le premier. Voilà, donc ce qu'on peut retenir, c'est que le tour par tour, ça vient pas par hasard. Hein. Donc ça naît d'une volonté d'ordre, d'une envie de réfléchir, mais aussi d'un besoin de représenter le temps dans un monde imaginaire. C'est un système qui privilégie la stratégie à la vitesse, l'attention à la panique, et même aujourd'hui, alors que le temps réel domine dans les jeux d'action, le tour par tour continue d'exister parce qu'il permet une chose rare, le droit de réfléchir avant d'agir. Oui. Oui. Voilà. Il laisse place à la stratégie. Et oui, et on va enchaîner du coup sur quelles sont les différentes approches du tour par tour. Et je pense que Méa va pouvoir nous parler là. C'est toi le stratège. Alors, moi, quand on a évalué le plan, j'ai pensé à Tactic Ogre, qui est un JRPG et tactique RPG, qui s'inspire du coup de ce que tu as déjà dit, de Donjons et Dragons, etc. Ouais. Mais aussi de l'ancêtre de Donjons et Dragons, c'est-à-dire du combat de figurines. C'est-à-dire que dans Tactic Ogre, vous avez pas joué... des wargames en fait. Ouais, des wargames. Dans Tactic Ogre, vous jouez pas 1, 2, 3, 4 personnages. Vous jouez une escouade de 6, 7, peut-être 8, 12 parfois personnages. Ça dépend des tacticals. Et vous allez avoir des spécialités très définies dans l'escouade. Et ça va faire un peu des sortes de... Comment on appelle ça? Des sortes d'escarmouches un peu guérilla, où vous allez devoir réfléchir à votre déplacement, devoir réfléchir à ce que vous allez faire, mais à ce que potentiellement l'ennemi peut faire, ou potentiellement il peut se placer, etc. etc. Ce qui rend les jeux comme ça très difficiles. On pourrait penser à Final Fantasy Tactique aussi, qui reprend un peu ce côté-là.
Il y en a plein. Hein. Il y Ouais, a ouais, Fire voilà. Emblem. Oh, les Ouais, voilà. Fire Emblem, XCOM, il y a Divinity Original Sin, par exemple. Un des derniers qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il y a Triangle Stratégique, qui est plus moderne, mais qui est basé exactement sur le même système. Oui, oui. D'ailleurs, Tactic Il a Ogre. très bien marché, d'ailleurs, Triangle Stratégique. Ouais, le système de Tactic base est Ogre, vraiment repris des wargames. Du coup, on se déplace sur une grille, ouais, soit des hexagones, soit des carrés, ouais. pour bien représenter les placements. Donc le terrain a son importance, comme tu disais, l'élévation, faut l'évaluer, le terrain, les distances, etc. Les lignes de vue. Voilà, les lignes de vue, si jamais il y a des obstacles, etc. Les attaques de zone, le positionnement stratégique, c'est ce qui fait que, ouais, voilà, le tour par tour tactique, en fait, il fonctionne comme ça, quoi. C'est, et comme on voit, ça rejoint exactement ce qu'on disait au début, c'est-à-dire réfléchir. La stratégie, c'est important. Et prendre le temps aussi de faire les choses. Oui. Et on voit qu'en fait, c'est souvent montré comme quelque chose d'archaïque. Mais finalement, est-ce que c'est pas ça qui le rend intéressant? Allons-y. En fait, c'est-à-dire que même dans les jeux qui sont pas tactical, tu as aussi de l'anticipation. On peut penser à Pokémon, à Shin Megami Tensei par exemple, où tu vas anticiper les faiblesses. Alors, je vais plus parler du côté Shin Megami, mais dans Shin Megami, si tu fais un critique, tu attaques la faiblesse de ton adversaire, il perd des tours et toi t'en gagnes. Ça veut dire que tu gagnes un avantage. Perdre un tour dans un tour par tour, c'est une grosse perte. C'est une perte stratégique énorme. Donc, anticiper par ses mouvements, par l'aspect de la créature, sa faiblesse, comment elle va t'attaquer, avec quoi, etc., etc. Ça a toujours été quelque chose, en tout cas pour moi, de très intéressant, beaucoup plus qu'un jeu où tu martèles la même touche en boucle jusqu'à que le monstre meure, quoi. C'est le tour par tour classique. C'est comme ça qu'il est souvent appelé. Donc un menu based ou turn based combat, comme il a été intégré, donc comme tu disais, dans Shin Megami. Dans Pokémon c'est comme ça, dans Dragon Quest c'est comme ça. Et on peut même citer plus récemment en Kyle Star Rail, c'est aussi, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire qu'il y a vraiment du tour par tour, c'est-à-dire on reprend un système d'initiative, comme on parlait pour Donjons et Dragons, qui est quand même un peu révolutionnaire, puisque, comme tu dis, on peut faire perdre des tours à l'adversaire. Et du coup, stratégiquement parlant, c'est occuper le terrain, en fait. C'est avoir l'initiative sur le combat. Et du coup, jouer sur les tours de jeu comme ça, en développant une stratégie qui va vous placer, pas forcément être agressif, mais va arriver à vous placer stratégiquement toujours en avant sur les tours de l'adversaire. Voilà. Donc là, pour ce type de jeu-là, le terrain a peut-être un peu moins d'importance. C'est vraiment plus les tactiques de combat qui sont vraiment mis en avant. Même s'il y a des systèmes dans ce genre de jeu qui peuvent être considérés comme des terrains, je pense aux météos dans Pokémon. La météo, c'est un biais stratégique dans Pokémon quand tu fais de la stratégie Pokémon, hein, pas juste qui est hyper intéressant parce que ça va tout changer ça peut tout changer dans une stratégie. Oui. Ouais, en fait, c'est un effet actif qui est extérieur au combat en lui-même. Voilà. Oui, c'est considéré comme ça peut être considéré comme terrain. Voilà. Ce que je disais là, au comparé avec le tactique, c'est-à-dire que c'est pas l'élévation du terrain qui va te donner un avantage, ou c'est pas, il n'y a pas de ligne de vue voilà. En fait, on sépare la partie. D'ailleurs, c'est rigolo parce que par exemple dans un Advance War, on aura cette partie tactique sur une espèce de world map où il y a vraiment du combat, et il y a un autre aspect où il y aura l'affrontement direct qui lui sera plus considéré comme du tour par tour classique, et il y a beaucoup de jeux qui reprennent ces mécaniques là
Après, il y a le tour par tour avec timing aussi qui est intéressant en stratégie. Par exemple, je vais penser, moi, à Paper Mario, par exemple, sur le fait qu'il y a un timing où il faut appuyer à tel moment pour avoir ton coup au maximum. Et tu peux parer l'attaque de l'adversaire en appuyant au bon moment pour avoir moins de dégâts. Ce qui est aussi un truc stratégique, mais de façon En fait, là, c'est. différente. Ouais, voilà. C'est donc, bon, il y a toujours l'aspect un peu stratégique avec ce qu'on doit réfléchir. Et on essaye d'y rajouter quelque chose d'un peu plus. Voilà, quelque chose d'un peu plus temps réel, un peu plus dynamique. Donc, c'est un peu. Ça peut faire une espèce de gameplay hybride avec plusieurs systèmes de jeu. Là, tu parles de jeu de rythme, mais il peut y avoir aussi comme un système de combo, comme les jeux de baston par exemple. Oui. Dans Final Fantasy VI, il y a un personnage qui fonctionne comme ça. Dans FF8, il y a un autre personnage qui fonctionne comme ça aussi. Bah justement, dans Grandia, c'est exactement ce que ça reprend. Voilà, en fait, on y hein, arrive. c'est Vas-y, hybride. parle-nous de Grandia. Vas-y. Hybride, voilà. Donc, La pause active et l'hybride, c'est une des parties. Vas-y. voilà, c'est un. Explique-nous le gameplay de Grandia. Qui est entre temps réel et tour par tour, basé sur une barre d'initiative. Voilà. Donc, le placement va être important parce que selon là où tu vas te placer, tu vas plus ou moins toucher plusieurs monstres ou juste un seul monstre. Donc, déjà, la mécanique du placement, elle va être importante. Ensuite, il y a une jauge qui va de 0 à 100 qui fait que chaque personnage ennemi a une icône qui progresse le long d'une barre d'initiative. Elle va de 0 à 100. À 80, le joueur choisit une action, donc attaque, sort, objet, etc. Et l'action s'exécute quand l'icône atteint 100%. Donc, tu as une possibilité aussi de faire une annulation, une interruption du combo de l'adverse. Voilà. Qui est assez intéressante. Ouais, voilà. En fait, on remarque que beaucoup de développeurs essayent de dynamiser le tour par tour pour le rendre un peu plus, on va dire, un peu plus fun, quoi. Oui, voilà. En gros, la stratégie clé, c'est de prévoir le bon timing pour stopper les attaques puissantes des ennemis, quoi. Oui, voilà, oui, aussi. Donc là, on a parlé de beaucoup de systèmes, mais il y a un système qui a été dans les JRPG surtout très mis en avant, surtout chez Square Enix. Hein, on va y arriver. Le système ATB, donc le fameux Active Time Battle, qui était un système créé justement pour dynamiser le tour par tour, au détriment malheureusement de l'aspect réflexion et stratégie. C'est un peu ça, pour lui substituer un peu plus d'action. Donc voilà. Donc la jauge d'ATB, elle a été introduite en 91 avec Final Fantasy IV et n'a plus jamais quitté les Final Fantasy jusqu'au 15. Enfin, on va dire même jusqu'au 13, allez. Parce qu'en fait, bon, dans FF15, il n'y a pas forcément de barre d'ATB. On pourrait discuter sur pas mal de trucs. Bref, FF16, c'est littéralement que du temps réel. FF14 est un MMO, donc ça fonctionne pas du tout de la même façon. Il y a beaucoup de choses à dire sur la barre ATB, hein, n'est-ce pas, Méa? Est-ce que je peux dire ce que je pense avec... Tu peux dire ce que tu penses, on est là aussi pour donner son avis. C'est un peu avoir le cul entre deux chaises, si je peux me permettre, dans le sens où ça fait... je trouve que la TB, ça fait pas bien de l'action, du dynamisme, et ça fait pas bien du tour par tour. C'est-à-dire que, comme tu l'as souligné, on ne peut pas réfléchir à ses actions, ou on a très peu de temps pour réfléchir à ses actions à l'avance, et on perd ce côté tactique, réflexion. On est presque dans il faut anticiper. Il faut voir quel boss ça va être, anticiper ce qu'il va faire, et il faut le faire avant lui, de préférence, parce que la TB, en fait, c'est une barre qui se charge, hein, finalement.
Alors oui, il y a des manières de la charger plus vite, notamment dans FF8 où tu as des... c'est le FF dont je me souviens, mais où tu as des boosts pour la charger plus vite et qui fait que tu fais tes actions À plus la vite, base, etc. c'est la stat de vitesse qui faisait que ça se remplissait plus vite. Mm. Et ça a été calqué sur une idée de course de Formule 1 où les voitures se dépassent ou vont plus vite, etc. Et c'est la stat de vitesse qui influence la barre d'ATB. Et en fait, c'était pour se substituer à ce qu'on appelle l'initiative et essayer de dynamiser ça pour jouer avec. Mais autant c'était un peu bienvenu parce qu'à l'époque des RPG en temps réel, c'était comment dire, beaucoup en rêvaient. Et j'ai envie de dire, ça a quand même existé parce que des RPG en temps réel, on peut voir comme Tales of Fantasia, voilà, c'est un des. Moi je pense que c'est quand même un des premiers RPG temps réel, Mm. avec un système de combat temps réel, avec un système de combat basé sur un jeu de baston, voilà. Et mais eux, ils ont décidé de s'orienter sur autre chose. La problématique, comme tu dis, c'est que tu as le cul entre deux chaises. Et le problème de la barre ATB, c'est que c'est une fausse bonne idée. Oui. Qu'elle ait été gardée aussi longtemps, moi, je trouve ça bon, c'est un peu dommageable. Et surtout qu'elle ait été rétrospectivement remise sur des anciens jeux. Alors qu'elle n'y était pas, parce que là, elle est apparue avec FF4 et elle a été mise sur le FF1, 2, 3 par la suite, dans les rééditions par exemple, et moi je trouve ça pas normal en fait. Les jeux n'ont pas été conçus pour ça. Et je pense qu'en fait, c'est surtout c'est l'oubli et le fait de ne pas comprendre quel est l'avantage d'avoir un système de combat au tour par tour classique. Mm. Et je pense que on parle de Square Enix là, parce que c'est eux qui avaient on va dire pas dire monopole, mais qui était le plus diffusé, qui a eu le plus de succès dans ces années-là. Alors que derrière, d'autres ne se sont jamais détachés du tour par tour classique et on perdure encore aujourd'hui. On pense à Atlus, hein. Voilà, on parlait de Oui. Megami Tensei ou Shin Megami Tensei. Voilà, c'est une saga qui a jamais oublié ça. Et ou les Dragon Quest, qui plus paradoxalement appartiennent à Square Enix aujourd'hui, puisque c'était Enix à la base et Square qui étaient différents. Et après, si on y regarde, ce qui est intéressant de voir, c'est la perpétuation du tour par tour classique via une saga que tout le monde connaît qui est Pokémon, et qui permet justement de la stratégie et quelque chose d'assez intéressant, parce que là on a réussi à rendre, enfin je veux dire, personne va dire que les combats de Pokémon c'est pas intéressant, c'est quelque chose qui est quand même intéressant en tant que mécanique. C'est extrêmement simplifié, c'est plutôt basé, c'est de la stratégie pure, basée sur des contres. Voilà, ce qu'on pouvait retrouver par exemple dans d'autres jeux qui ne sont pas des RPG comme Magic. Voilà, donc c'est des systèmes de combat qui sont basés sur des contres. Mm. Qui fonctionnent d'ailleurs aujourd'hui, je vais faire un petit aparté, qui fonctionne encore aujourd'hui dans des systèmes de jeu en temps réel comme les MOBA. Voilà. Ou voire même les jeux de stratégie, les STR de manière générale, hein, c'est basé sur des contres. Voilà. Oui. Bref. Donc on a réussi à émuler tout ça et à rendre tout ça un peu plus, on va dire, sexy. Voilà. C'est-à-dire que bon, Pokémon se serait pas autant vendu si le système de combat était pourrave. On est d'accord. Ah clairement pas. Et il n'y a pas d'ATB. Donc la direction qu'avait pris Square Enix avec Final Fantasy et la barre ATB, moi je la trouve problématique parce qu'en fait, ils se sont eux-mêmes engouffrés dans une voie sans issue. Et malheureusement, je pense qu'un des gros déclins de la saga Final Fantasy, elle est basée sur le fait qu'ils avaient envie de faire du temps réel, ils n'ont jamais assumé, et ils n'ont jamais su comment le mettre en forme. Ils savent toujours pas.
FF16 a beau être en temps réel, entre guillemets, et il y a Non, quand voilà, même il y a ça, ils savent toujours pas. Et d'ailleurs, le remake d'FF7, c'est aussi le signe qu'ils ils ne savent pas où ils vont avec ce truc. Enfin, ils Et essayent de faire pourtant, du il y a semi-temps réel, quoi. Et pourtant, aujourd'hui, il y a plein de systèmes qui dynamisent le tour par tour. Moi, je pense au fait de jouer avec la barre d'initiative, justement. Je pense à Shadow of Light, qui est un tour par tour de Ubisoft, où tu pouvais ralentir la barre d'initiative de l'adversaire ou accélérer la tienne. Honkai Star Rail fait pareil, hein. Oui, Honkai Star Rail, c'est pour, non, mais c'est pour dire, dans les gros trucs bien connus. Dynamique de stimuler le tour par tour. Moi, je vais penser par exemple à Monster Hunter Story, où il fallait regarder les actions du monstre pour savoir comment réagir et quelle attaque il fallait utiliser, quelle technique il fallait utiliser contre lui par rapport à ses mouvements. Bah, ça, c'est assez interactif. C'est assez intéressant du coup. En fait, ouais, voilà, ils ont cru que la barre ATB c'était genre le truc révolutionnaire que personne ferait jamais mieux, mais ils oublient des choses. Ils oublient des choses, c'est que moi, dès Baldur's Gate, pour ceux qui ont déjà joué à Baldur's Gate, dans Baldur's Gate, il y a une pause active. C'est un système hybride. Et du coup, c'est du tour par tour, mais qui est dynamique. Et c'est nous qui gérons vraiment le système de jeu. On peut parler aussi de Dragon Age Origins, qui fonctionne sur le même principe. C'est-à-dire qu'on va avoir des combats qui vont se dérouler devant nos yeux, mais on est nous-mêmes acteurs directs, et les combats sont du tour par tour. C'est pas parce qu'ils agissent devant toi en donnant des coups d'épée que c'est du temps réel. Non, c'est vraiment du tour par tour. Mais en fait, il y a plein de jeux qui se réclament du temps réel, mais qui sont des tours par tour déguisés. Les MMO. Oui, je pensais à World of Warcraft, justement. Je pensais à World of Warcraft. Dans World of Warcraft, dans tous les MMO du même style, tu as un système du coup de cooldown sur tes sorts. Tu peux pas les spammer, déjà. Et quand tu regardes les animations dans World of Warcraft, quand tu attaques et que tu es attaqué, tu vois bien que c'est chacun son tour qui a une attaque. Il y a ce côté-là. Et oui, ça se réclame du temps réel, mais en réalité, t'appuies sur ta touche, tu anticipes sur quelle touche suivante tu vas appuyer, et tu vas pouvoir déplacer ton personnage de manière dynamique, mais en termes de combat, c'est quasiment du tour par tour déguisé, finalement. Ouais. Mais après, bon, là, c'est la développeuse qui va parler, mais il y a un truc qu'il faut bien se rentrer dans sa tête. À partir du moment où on joue, peu importe le support, un jeu vidéo, même dit temps réel, c'est quand même du tour par tour. Le calcul de ce qui va se passer à l'écran ne se fait jamais en même temps. Donc c'est quand même du tour par tour. Les actions vont s'enchaîner les unes après les autres. Et jamais en même temps. Voilà. On n'est pas dans le monde réel où les choses se déroulent en même temps. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et alors, ça pourrait faire sourire, mais en fait, en gros, même un FPS n'est pas un système de temps réel. C'est une simulation avec du tout par tour assez fluide pour que tu aies vraiment cette sensation de temps réel. Mais il n'y a pas de temps réel. Et quand on parle des MMO, ce qui est hyper important à prendre en compte, et ce que malheureusement, encore une fois, et on en revient, désolé, j'ai l'air de détester Square Enix, mais alors que j'adore, mais moi j'ai énormément joué à FF14, et il y a des développeurs qui ont oublié que leur jeu devait être un jeu en fait jouable en ligne. Et en fait, en ligne, il y a un truc qui est flagrant, même encore aujourd'hui, même si on a la fibre, c'est le lag. Et c'est pour ça qu'en fait, les MMO tels que World of Warcraft sont des systèmes tour par tour déguisés en temps réel avec des systèmes d'esquive actifs qui reproduit exactement ce qu'on avait dans des tacticals, à part qu'on n'a plus la grille et qu'on a un déplacement libre. Mais quand vous avez une AOE au sol, que vous voyez le symbole se dessiner et que vous devez vous déplacer, c'est du tactical, ça. Voilà, ça c'est connu dans le tactical. Et il n'y a pas de grille, etc., où on peut se déplacer, déplacement libre, et ça va faire plus appel à vos réflexes, certes, à ce moment-là,
qui a une réelle réflexion, même si en fait c'est une réflexion, et tu vois le truc rouge, tu t'en vas, quoi. Le nombre qui ne le font pas, voilà, c'est pour dire. Bref. Sortez les AOE, bref. Non, voilà, et en fait, il y a énormément de devs qui ont oublié ça et qui oublient que le temps réel n'existe pas. Et là, c'est comme s'ils avaient, cette lubie ou cette obsession de vouloir du temps réel absolu partout dans tous leurs jeux. Et malheureusement, si C'est ton pour ça jeu, voilà, si on joue à un RPG. Et comme on a vu, les RPG, c'est les héritiers des wargames. Et ce qui prime dans un wargame, et même dans un RPG, surtout quand on gère un groupe, parce qu'on ne gère pas forcément qu'un seul personnage, on gère un groupe, c'est la stratégie. Et Oui. la stratégie a besoin de temps. Et la stratégie a besoin de réflexion. Et la stratégie a besoin de se poser. Comme tu disais, Mitsuki, pour Monster Hunter Stories, ce qui est intéressant, c'est que le système, il va émuler ce qu'on connaît de Monster Hunter. Dans Monster Hunter on va devoir avoir des réflexes et des réactions au positionnement du monstre. Comme tu dis, c'est hyper interactif. C'est-à-dire que ça va être basé sur l'observation. Tout ça, ça demande du travail. C'est ça le truc. Il faut comprendre ce que tu veux mettre dans ton jeu pour que ce soit dynamique, fun, interactif, etc. Et donc Stories émule du coup cette partie quand on est dans un combat contre un monstre, on doit réagir à ce que va faire le monstre pour pas prendre un coup ou pour trouver un contre. Voilà, on retrouve toujours le système des contres. Le fameux Shifumi, hein, on pourra en reparler pour Alex Kidd. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est hyper fondamental. Je vais finir mon exemple et j'en parlerai juste après. Pour justement rendre le truc combat tour par tour, qui est un combat au tour par tour très classique. Il n'y a pas de temps réel, on réfléchit à sa stratégie, mais on y réfléchit intelligemment, parce qu'il va y avoir des mouvements de caméra qui vont vous montrer le monstre, ce qu'il va faire, qu'il prend comme position, etc. Émuler le fait qu'il va falloir réagir à ce qu'il va faire, et réagir en conséquence, et adapter sa stratégie avec ce qui va se passer. Voire même prendre l'initiative. En provoquant quelque chose du combat, en provoquant une réaction du monstre, ce qu'on peut faire d'ailleurs dans Monster Hunter normal. Et c'est là qu'on voit des gens qui ont réfléchi bien à leur système de jeu, qui peuvent le positionner dans plusieurs styles. Le système de compte, je vais y revenir. Donc on parlait d'Alex Kidd avec le fameux Shifumi, donc vous savez, pierre, feuille, ciseaux, mais qui est exactement ce qui est le fonctionnement de Pokémon par exemple. Pokémon fonctionne exactement sur ce même principe-là. Les 3 starters, c'est vraiment le Shifumi de base. C'est ça. Jusque même des générations comme, je crois que c'est la génération 6, où on va même, quand ils ont leur double type fonctionne sur un système de Shifumi inversé. C'est-à-dire qu'ils ont un Shifumi qui passe dans un sens puis dans l'autre, parce qu'en fait ils ont un double type qui leur permet justement de jouer là-dessus. Voilà. Et là c'est là qu'on voit que c'est hyper intéressant le tour par tour pour ça. On va pouvoir développer des stratégies, réfléchir aux stratégies, mais aussi développer tout ce qui est autour. C'est-à-dire, on a vu l'initiative, on a vu les systèmes de contre, on a vu la construction d'une équipe, les rôles, la construction du personnage, comment on pourrait le construire avec des synergies. Voilà. L'un des jeux les plus récents qui reprend ça à merveille, c'est Expedition 33. Oui. Voilà. Mais il y a d'autres jeux. Hein. Mon préféré, mon chouchou, c'est FF8, qui fait ça à merveille. Qui fait ça très bien, oui, j'avoue. Voilà. Et Honkai Star Rail, qui a basé l'intégralité de ses personnages gacha sur ça. Les synergies qu'ils peuvent avoir entre eux, et aussi pousser à la consommation pour que tu mettes du pognon pour aller chercher le personnage qui va avoir la synergie avec le personnage que tu as déjà. Voilà. Et ça, on le voit, c'est le genre de truc qui est très... On va vraiment, par contre, ne jamais sortir du
tour par tour classique. Parce que c'est ce que le tour par tour classique va mettre en place. Et d'ailleurs, on va en venir du coup. Je vais te laisser faire après, t'inquiète. C'est du coup la prochaine partie qui est pourquoi le tour par tour perdure. Et là, je viens de poser les bases du truc. Pourquoi le tour par tour perdure? Alors je vais un peu revenir en arrière dans le sens où il y a eu un déclin du tour par tour dans les années 2000. Il y a eu beaucoup plus de... Tu l'as dit, hein, Square Enix voulait faire du temps réel. On a eu l'arrivée de la TV, mais aussi l'arrivée des QTE pendant le tour par tour, etc. Et il y a eu un renouveau, une renaissance en quelque sorte. Et moi, c'est par là que je vais parler. C'est que le renouveau, il se fait avec XCOM, il se fait avec Divinity. Et l'histoire de Divinity Original Sins, elle est très particulière puisque c'est des Kickstarter, donc c'est des fonds participatifs. Dans le premier, ils demandent 400 000 et ils obtiennent 900 000. Et dans le deuxième, ils demandent 500 000 et ils obtiennent 2 millions. Donc déjà, le tour par tour, ça prouve que ça plaît. Bêtement, hein, ça prouve que ça plaît. Quand tu fais 2 millions alors que tu demandes 500 000, que plus tard tu as les Game Awards, etc., ça prouve que le tour par tour plaît. En fait, je pense qu'il y a il y a des catégories de joueurs et il y a une catégorie de joueurs qui aiment réfléchir. C'est aussi simple que ça. Il y a toute une catégorie de joueurs qui aiment réfléchir, qui aiment poser des stratégies, qui aiment builder. Et même quand ils jouent à des jeux qui sont pas tour par tour, on pourrait citer Dark Souls par exemple, ils aiment aller chercher l'arme qu'il leur faut pour tel build, pour challenge run, etc. Et je pense que c'est pour ça justement que le tour par tour il a jamais réellement été périclité totalement et qu'il est toujours revenu d'une façon ou d'une autre. Aussi parce qu'il y a eu l'avènement des jeux de cartes aussi. Les jeux de cartes c'est du tour par tour. On peut penser à Slay the Spire par exemple qui est du tour par tour avec un système de jeu de cartes. Mais il y avait aussi pas mal de jeux indés. Darkest Dungeon, c'est du tour par tour aussi, qui se rapproche beaucoup du tactical entre guillemets, même si les placements sont pas tout à fait les mêmes. Et en fait, ça a jamais totalement périclité parce qu'il y a vraiment une envie chez certaines catégories de joueurs qui sont quand même assez nombreux, plusieurs millions, qui ont envie de réfléchir, qui ont envie de construire quelque chose et qui ont vraiment envie d'avoir cette sensation de j'ai réussi à battre tel monstre parce que j'ai eu telle stratégie, j'ai eu la bonne réflexion au bon moment. Nous trois, je pense que c'est ça, mais je pense qu'il y a vraiment des millions de joueurs qui sont comme ça. Il y a aussi le côté où c'est plus accessible aux enfants. Les enfants connaissent le Shifumi, ils savent, c'est un truc de base. C'est-à-dire que le fait de pas avoir à réagir tout de suite, à l'instant T, de se dire il faut tout de suite que je me booste parce que j'ai un timer à respecter, etc. Le fait de pouvoir réfléchir à ses actions, c'est aussi plus facile pour les enfants, par exemple. Et c'est plus facile pour beaucoup de personnes. Je vais penser, par exemple, aux personnes qui sont TSA, aux personnes qui sont TDAH, qui ont besoin d'avoir une espèce de structure du temps et qui est, pour certaines personnes, beaucoup plus difficile à gérer quand elles n'ont pas la possibilité de pouvoir avoir le temps de réfléchir, tout simplement. Ouais. Ah, c'est ça, c'est la lisibilité et les stratégies en fait, et Pokémon y est pour beaucoup pour ces années-là, parce que si on regarde, c'est là où l'hégémonie Pokémon est la plus grosse. Le tour par tour, et du coup les jeux, comment dire, hack, on va dire, ROM, fan-ROM de Pokémon, ont permis justement de permettre de décliner tout ça. Et aussi de le rendre accessible à beaucoup plus de monde. Et c'est vrai, comme tu dis, pour les enfants, même si aujourd'hui on est plus dans faut toujours agiter les clés, machin bidule, voilà, on voit que les systèmes de tour par tour fonctionnent quand même. Et comme tu disais, les gens ont besoin de réfléchir. Il n'y aurait pas autant de personnes qui réfléchissent à la stratégie Pokémon si c'était un jeu qui n'était pas intelligent.
Voilà. Non, puis pour beaucoup de personnes, ça maintient une certaine panique. Moi, le fait est, par exemple, que j'ai un timing à respecter et que je puisse pas avoir l'entière possibilité de pouvoir réfléchir à plusieurs choses, ça me pose une problématique. Et ça pose une problématique même aux nouvelles générations, parce qu'ils sont tellement habitués au fait qu'il faut que tout aille vite, que tout, qu'il y ait une dopamine constante, qui fait que finalement le côté stratégique, réfléchir, se poser pour pouvoir avoir cet effet je me pose, je réfléchis à une certaine activité, à une certaine stratégie, etc., qui permet justement d'avoir plus de concentration, bah ça se perd en fait. Ouais, en fait, c'est ça, ouais. Ce qui est bien avec le tour par tour, c'est que ça, bon, comme tu disais, ça permet d'avoir une analyse posée. C'est idéal pour l'optimisation, c'est aussi et aussi pour des décisions complexes. C'est-à-dire développer sa stratégie, c'est aussi essayer d'anticiper les coups de l'adversaire, etc. Ça permet plus de réflexion. Et se poser, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça moi je vais en revenir juste un petit point, c'est pour ça que la barre ATB est une fausse bonne idée. Parce qu'en fait, elle nuit complètement à ce fondamental-là. Ouais, de se Donc, poser, ouais. et c'est là qu'en fait, il y a une erreur à vouloir mettre trop de dynamisme temps réel dans du tour par tour. C'est que ces deux styles de jeu qui finalement ne peuvent pas fonctionner forcément bien ensemble. Et j'ai envie de dire, c'est pas grave en fait. Si on doit avoir du full tour par tour ou du full temps réel, l'un n'est pas supérieur à l'autre. L'un va avoir des capacités particulières. Je veux dire, le tour par tour, on est plus. Si on veut imager le tour par tour, on est plus dans l'intellectuel et dans la réflexion et dans le posé, là où le temps réel, on est vraiment dans l'action, le dynamisme et les réflexes. Et en fait, l'un n'équivaut pas à l'autre. Voilà, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Mais et c'est ça en fait que malheureusement les joueurs d'aujourd'hui ont peut-être oublié. Mais ça c'est pour la prochaine partie. Après c'est l'immersion qui est fidèle du coup au jeu de rôle papier, parce que moi par exemple j'aime beaucoup le tour par tour parce que c'est un des fondamentaux du JDR papier. Je suis extrêmement attaché à une forme de retour aux sources, des fois au fondamental. Après je suis une énorme voilà, quand j'étais plus jeune j'étais vraiment une grosse wargameuse, hein. Et donc c'est des systèmes que je comprends beaucoup plus facilement justement pour ça, parce qu'ils sont vraiment intégrés et ingérés. Voilà. Je vais faire un autre petit aparté qui m'a fait réfléchir quand tu as parlé, mais c'est par exemple les hack and slash sont nés d'une dynamisme. Bon, forcément du jeu de rôle, ça on le sait déjà, mais par exemple le premier Diablo devait être un jeu tour par tour. Et en fait, c'est en essayant de simplifier au minimum les combats et de les rendre un peu plus actifs et un peu plus hack and slash. D'ailleurs, pour les personnes qui ont déjà fait du JDR avec moi quand je suis MJ, ça m'arrive de simplifier le système de combat au minimum pour que l'action prime sur la stratégie, et que en fait c'est parce que c'est pas des combats qui ont besoin c'est des combats qui ont besoin d'être on va dire vite expédiés, voire plutôt enchaînés, et ne pas s'endormir dessus parce qu'il y a de la narration qui va suivre, et on a fait un peu plus du travail de l'esprit au détriment du système de combat. Ça on est d'accord, où il y a besoin de moins de stratégie, mais parce que je préfère avoir un système de combat stratégique pour les boss. Je vais en venir là parce que il y a une version alternative dans Calista Rail par exemple, mais il y a d'autres jeux qui le font et j'ai pas les noms en tête. Mais en gros, quand tu combats des trash mobs, le jeu est en temps réel. Quand tu combats des boss, le jeu passe en tour par tour. Et c'est pour montrer que les combats tour par tour, c'est parce qu'il y a un enjeu stratégique important et envie de dynamiser, d'intellectualiser le combat. Et bien souvent, en fait, on peut faire passer énormément d'émotions narratives à travers un combat tour par tour, parce qu'on est posé, parce que on peut se poser et réfléchir, parce qu'il y a une stratégie mise en place,
et la narration va pouvoir s'exprimer à travers ça. On peut faire parler nos personnages plus facilement dans un combat au tour par tour que dans un combat dynamique en temps réel. Puis même la caméra, dans un combat tour par tour, elle peut faire ce qu'elle veut, parce que de toute façon, dans un combat temps réel, si la caméra quitte le joueur, c'est dramatique, parce qu'il voit plus rien et il peut pas combattre, en fait. C'est ça. Alors que dans un tour par tour, on peut poser une dynamique de mise en scène et de caméra beaucoup plus volante, beaucoup plus qui peut voler un peu partout, et qui met en scène justement du narratif qui est hyper intéressant. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce problème de rythme et de narration, c'est quelque chose qui est hyper problématique. Enfin, problématique. C'est une problématique dans le cinéma, par exemple. Quand tu as une scène d'action, c'est très difficile de mettre du dialogue ou de rendre des dialogues audibles ou de la narration audible dans une scène d'action. C'est pour ça qu'on y prime plutôt le show don't tell dans une scène d'action. Et je pense si on regarde des films asiatiques plutôt où il y a des scènes d'action particulières, la narration va passer au travers de la scène d'action. Dans le cinéma américain, ils essayent de mettre des dialogues et des blagues moi je pense au MCU où il y a des fois des scènes d'action où ils discutent et où on comprend que dalle et où ça rend difficilement et lisible l'action et lisible le dialogue et la narration. Voilà, et c'est ça la problématique. S'ils prenaient le temps de se poser, on va dire, bon, au cinéma, c'est pas possible, hein, parce que t'es là pour... c'est un divertissement qui est mobile, et donc, où le spectateur n'est pas actif, et du coup, ça nuit à tout, là, ça nuirait à tout. Mais dans un jeu vidéo, tu peux te poser, tu peux poser de la narration, voilà. C'est pour ça, comme héritage du jeu de rôle, le tour par tour a cet avantage de pouvoir mettre du dialogue, de pouvoir mettre quoi que ce soit dans un on va suspendre notre incrédulité durant un tour en disant il y a des personnages qui vont se mettre à parler, même si normalement le tour est censé représenter un laps de temps d'un vrai combat. Admettons, on va le prendre comme ça et on va essayer de mixer pour que la narration prime sur la vraisemblance du combat, quoi. Je pense à Yakuza. Comment il s'appelle le Yakuza qui est justement en tour par tour. Like a Dragon. Voilà, Like a Dragon. Où justement tu as des personnages qui peuvent discuter pendant les combats. Et si tu regardes, c'est bon, c'est de la narration qui va permettre de poser justement des personnalités des personnages. Mais c'est le genre de truc que tu peux pas avoir dans une séquence en temps réel parce que tu pourras pas te concentrer et à la fois sur les dialogues et à la fois sur ce que tu dois faire, ta stratégie et tes réactions en fait. Oui, c'est vrai. On a besoin donc en fait le tour par tour, je pense qu'il a perduré justement parce qu'il y a eu plein de personnes qui ont réfléchi, plein de dynamiques et aussi en fait c'est comme un système qui est quand même assez, on va dire, archaïque, mais sans être péjoratif quand je dis ça, c'est-à-dire que c'est un système qu'on connaît, qu'on a intégré, c'est-à-dire que dès notre enfance, on a déjà joué à des jeux qui sont au tour par tour, hein, les jeux de plateau, le jeu de cartes, on en a parlé, tout ça, c'est des dynamiques qui font que n'importe qui comprend... La plupart des jeux de société, en fait. Voilà, les jeux de société, exact. Donc tout le monde comprend le tour par tour, c'est limite digéré, hein, culturellement, socialement, etc. Ça rajoute aussi un côté de justice, c'est-à-dire que c'est pour que tout soit plus juste. C'est-à-dire, je joue, tu joues, voilà. Oui, et on décide au hasard qui joue en premier, par exemple. Voilà, ça c'est pour... le système d'initiative fonctionnait comme ça, et après on l'a juste complexifié. Si on pourrait discuter des boss qui ont 5 attaques par tour, voilà, mais bon... Ouais, mais ça c'est une autre question. Et en fait, ça permet justement de le faire perdurer, parce que la scène indé se l'est appropriée. Et aujourd'hui, si vous êtes jeune développeur, faites un petit jeu tour par tour, et vous allez voir qu'en fait, c'est déjà facile à prendre en main, et si vous êtes bon, difficile à maîtriser, ce qui va faire que vous montrez que votre maîtrise de ce que vous faites, et en plus,
ça permet de l'expliquer très facilement aux gens. Oui. Et avec très peu de moyens. Parce qu'en fait, comme on l'a vu, la base du RPG, c'est justement des combats très faciles à mettre en place parce que les machines n'étaient pas très puissantes à l'époque. Et c'est très facile à mettre en place parce qu'en plus, tout le monde comprend ce que c'est que le tour par tour. Tout le monde a déjà vu un jeu de dames, vu un jeu d'échecs, a vu un jeu de société à un moment donné, un jeu de cartes, etc. Et c'est pour ça que ça perdure, le tour par tour. Le tour par tour ne peut pas mourir parce qu'en fait, globalement, c'est limite intégré, culturellement parlant, à littéralement l'histoire de l'humanité. Voilà, c'est-à-dire que jouer au tour par tour, c'est même limite logique. C'est-à-dire qu'on se pose même plus la question de savoir si c'est bien ou pas finalement, puisque de toute façon, bon déjà ça n'a pas de sens, mais en plus, je veux dire, ça montre pas que c'est archaïque, ça montre pas que c'est quoi que ce soit, et si ça perdure, c'est parce qu'en fait c'est culturellement intégré. Ouais. Puis dès le plus jeune âge, on t'apprend ce que c'est que pierre, feuille, papier, ciseaux. Enfin, Voilà, après, quand tu rajoutes des systèmes de contre comme ça, avec des gameplays très simples, et de toute façon c'est simple, pour faire des bons jeux, faut avoir quelque chose de très simple à la base, et le complexifier, en fait ce qui va le complexifier, c'est comment tu peux faire jouer derrière avec ton système très simple. Le pierre-feuille-ciseau, c'est exactement ça. Parce que pierre-feuille-ciseau, tu peux rajouter des trucs. Le fameux pierre-feuille-ciseau, lézard Spock, hein, voilà. Pour ceux qui connaissent. Après, tu peux avoir aussi des systèmes de tour par tour hyper classiques, mais le fait que la narration est méga intéressante, que l'histoire se passe bien, que la jouabilité est agréable, et ça peut faire que le jeu, il est super en fait. Magnifique même si transition, c'est exactement la suite. Le tour par tour aujourd'hui et demain. Et là, je vais te laisser parler parce que évidemment, la narration a pris une énorme part sur les gameplays. Et le tour par tour, comme je l'ai expliqué, permet justement de développer la narration. Et des fois, même le gameplay, voire même tous les systèmes qui sont autour des combats au tour par tour, vont complètement nourrir la narration. Je vais vous lancer sur un truc, je vais reprendre l'exemple de Yakuza parce que je le trouve très intéressant. Le personnage est un fan de Dragon Quest, donc déjà c'est méta, et parce qu'il est fan de Dragon Quest, quand il s'imagine combattre comme dans Dragon Quest. Oui, et c'est pour ça qu'il y a des invocations et tout. Voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on va faire appel à un imaginaire qu'on connaît déjà, Dragon Quest. Merci l'ambulance. Et un imaginaire qu'on connaît avec Dragon Quest, et en même temps, on fait appel à une narration qui fait que le personnage s'ancre dans son univers et dans le jeu. On fait du méta, mais c'est ça qui rend la narration extrêmement intéressante. Mais même en parlant de narration, dans un RPG, les choix de dialogue, c'est une forme de combat narratif au tour par tour. Il y a une personne qui parle, qu'on va essayer de convaincre, qu'on va essayer d'avoir de notre côté, et les choix de dialogue vont souvent jouer sur des statistiques. Tel dialogue, tu vas le débloquer si tu as plus de force, tel dialogue, si tu as plus de dextérité. Et alors, c'est pas du combat à proprement parler, mais ça prend aussi une dynamique de tour par tour, finalement. Oui. Ace Attorney fonctionne comme ça, et puis on a des systèmes de contre, en fait. C'est ça, en fait. Voilà, c'est là que les RPG modernes ont pris beaucoup plus en narration. C'est ce qui fait que, comme je l'expliquais, pour avoir un système narratif qui fonctionne bien et qui permet de pouvoir faire passer beaucoup d'idées, de narration, de dialogue, etc., tu vas faire passer des émotions même, le système de combat tour par tour est idéal justement pour ça. Je pense qu'on va tous penser peut-être à un jeu qui est plutôt récent, Octopath Travel, qui est
Octopath Traveler. Octopath Traveler, pardon, qui est un tour par tour plutôt classique en soi, mais dont la narration fait que c'est un très bon jeu et qui a touché plein de personnes, parce que la narration est très importante dans l'histoire. Pour moi, de toute façon, là, à l'heure actuelle, c'est un peu ma conclusion, mais on vit un second âge d'or du tour par tour. C'est-à-dire les jeux qui sont récompensés par le public et qui sont aussi récompensés par des trucs comme le Game Award, c'est du tour par tour. Expedition 33, Baldur's Gate. Baldur's Gate, Baldur's Gate 3, voilà. Ouais, c'est Expedition 33 est plébiscité par le public et du public qui n'aime pas le tour par tour à la base. Pourquoi ? Parce que ils ont modernisé. En fait, le tour par tour, ça a toujours le même ADN, mais c'est un ADN qui arrive à muter pour s'adapter. Oui. C'est donc Expedition 33 et il a muté en mélangeant le tour par tour classique JRPG avec des systèmes de synergie à la FF8, ce genre de choses. Et en mélangeant aussi des systèmes de QTE réflexes, de parade, d'esquive, qui sont beaucoup plus exigeants que ce qu'on aurait dans d'autres jeux qui demanderaient ça. On le sait parce que les développeurs, ils sont fans de FF8, ils sont fans de Demon's Souls, voilà, ils sont fans de beaucoup de jeux qui sont un peu exigeants sur soit la réflexion, soit le réflexe, et ils ont réussi à réunir les deux. Et c'est une nouvelle forme de jeu tour par tour aujourd'hui. Oui, c'est plus hybride en fait. En fait, ils ont compris que le tour par tour, ça peut fonctionner, sauf qu'il faut agiter les clés devant les gens. Donc, ils ont besoin en fait de dopamine. Donc, le fait de pouvoir avoir des QTE, des trucs à faire, etc., qu'à ce côté-là en fait. Non, ouais, parce que le système de tour par tour a l'avantage, c'est que, comme tu disais, il peut être hybride, il peut muter, mais il permet surtout d'être cumulé avec d'autres systèmes. Et donc on voit que le système de parade QTE, ça fonctionne. Après, on voit que le système de combo d'un jeu de baston, tu peux l'intégrer, ça fonctionne. Tu peux y mettre un système de rythme, ça fonctionne. Mais... Un système de surchauffe aussi. Chain Echo, c'est une forme de système de surchauffe. Voilà. Il y a les systèmes de cooldown, ça fonctionne aussi. Mais par contre, il y a un truc qu'il faut jamais toucher, c'est l'essence vraiment de base, c'est-à-dire c'est du tour par tour. Point. C'est-à-dire, on peut jouer sur la barre d'initiative. Par contre, une fois que c'est le tour d'un personnage, le temps s'arrête. C'est au personnage de réfléchir, c'est au personnage de s'arrêter et d'agir, etc. C'est-à-dire que ce moment-là, peu importe, même si c'est l'adversaire, c'est un temps figé. Voilà. Oui. À cet endroit-là, il faut que ce soit figé. Ça, par contre, c'est bien un truc. Voilà. C'est pour ça que, je reviens encore une fois sur la barre d'ATB, c'est que cette philosophie-là, elle est perdue avec la barre ATB. La barre ATB ne suspend pas le temps. Le pire, c'est qu'ils se doutaient bien que ce système était bof-bof, parce que il y a par exemple, je vais prendre l'exemple de Chrono Trigger, c'est là où c'est le plus flagrant. À partir du moment où tu rentres dans un menu, c'est là que le temps s'arrête. C'est-à-dire que c'est ton tour, tu es censé jouer, mais les adversaires peuvent continuer à te taper. C'est-à-dire que tu peux continuer à prendre des dégâts alors que c'est ton tour. Mais si tu rentres dans un menu, là, le temps s'arrête. Et on voit que ça fonctionne. On voit qu'ils ont essayé de faire un truc qui fonctionne à peu près de manière similaire, mais ça nuit complètement à la stratégie. C'est dans FF7 Remake. Le temps n'est jamais arrêté. Ouais. Il est extrêmement ralenti, mais jamais arrêté. Ouais, non, c'est le plus gros reproche que j'avais faire à FF7 Remake, c'est qu'ils n'ont pas assumé le fait de vouloir faire un vrai pause active. Et moi, j'aurais préféré. Un vrai pause active, j'aurais préféré. Voilà. Et le pire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis dans la tête que le tour par tour, c'est archaïque, ça n'a rien à faire dans le jeu vidéo.
ça n'est pas l'avenir, etc. Et on voit qu'il y en a beaucoup qui se sont entêtés à vouloir à tout prix faire ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on le voit, hein, le fait que le tour par tour ait perduré, c'est parce qu'il est revenu toujours aux fondamentaux et a juste complexifié des mécaniques et en a rajouté derrière, c'est-à-dire des mécaniques qui viennent après. Et aujourd'hui, on voit bien que des jeux comme Baldur's Gate 3, qui sont du tactical tour par tour, bien jeu de rôle papier, ça fonctionne, ça marche bien. Oui. Et pour l'avoir pratiqué, nous, on l'a déjà pratiqué en équipe, c'est-à-dire avec plusieurs personnes qui jouent chacun leur personnage. Ça marche en fait. Et... Ça marche encore mieux dans le sens où il y a plein de petites interactions qu'on peut avoir dans les Divinity et les Baldur's Gate on développe notre stratégie en commun, on fait si je fais ci, qu'est-ce que vous en pensez, si je fais ça, qu'est-ce que vous en pensez, on peut se poser et réfléchir, et ça dynamise quoi. C'est-à-dire que les interactions avec le décor nous ont permis par exemple de bloquer des boss avec un tableau. Ah oui, le fameux tableau en travers de la porte, ça c'était génial. Le tableau en travers de la porte, les systèmes aussi de chimiques qui changent un peu toute cette dynamique. Et c'est des systèmes qu'on voit dans des jeux d'action qui ont été rajoutés, qui rendent le truc beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fun, et qui est une forme de mutation, encore une fois, du tour par tour tactical. Ouais, exact. Et puis après, il y a des sagas, on avait parlé de Megami Tensei, Shin Megami Tensei et Persona, qui sont dans la continuité, puis Real Fantasio aussi. Métaphore, c'est ça, Métaphore, Real Fantasio, qui font que, nous montre que le tour par tour, il est pas mort. Et même c'est du tour par tour, là on est dans du dur, hein, c'est-à-dire qu'on a une formule, on la garde jusqu'à ce que ça fonctionne, quoi. Et Mitsuki, tu parlais de Triangle Stratégie, ou Octopath Traveler, et en fait, oui, on voit bien que, en plus, tous ces jeux-là ont un point commun, c'est qu'ils ont une part narrative extrêmement importante. Oui, très poussée. Et majeure, et c'est même limite dans le titre Octopath Traveler, si ça s'appelle Octopath Traveler, c'est parce que on a 8 trajets à suivre de voyage, qui peuvent être faits dans n'importe quel ordre, dont la narration est importante, et ils ont essayé de dynamiser tout ça, en plus avec des combats qui sont assez engageants en fait. C'est des combats qui montrent bien que on peut faire de la narration, on peut expliquer des tas de choses via des combats, on peut faire des tas de trucs avec des jeux qui racontent quand même quelque chose derrière. Il y a une narration extrêmement importante. C'était déjà le cas de Dragon Quest. Hein. Les gens qui ont joué à Dragon Quest, il y a des histoires de jeux d'anciens Dragon Quest auxquels je me souviens encore et sur lesquels j'ai pleuré dessus. Parce que... voilà. En fait, on regarde des fois revenir aux fondamentaux. Dragon Quest est un très bon exemple parce qu'en fait, on a souvent de la narration qui est plutôt, on va dire... basique. Le fameux fils du forgeron, son village se fait raser, il part en quête de vengeance ou simplement de devenir plus puissant, peu importe ses motivations. Et après, on va voir que l'histoire devient de plus en plus complexe. Et en fait, c'est limite un cas d'école. Et c'est d'ailleurs, Pokémon est extrêmement basé sur Dragon Quest, et c'est pas pour rien. D'ailleurs, on part quelque chose d'un principe de base simple, et on le complexifie petit à petit. Bon, même si dans Pokémon ça va jamais très très loin, hein, mais voilà, en fait, ce qui permet de faire perdurer le RPG et RPG tour par tour aujourd'hui, et qui devrait être valorisé beaucoup plus, et d'ailleurs je pense que depuis Baldur's Gate 3, voire même Expédition 33 là maintenant, pour être extrêmement récent, montre bien qu'il y a un avenir pour ces jeux-là. Il y a du public pour ces jeux-là, même du public qui n'y est pas habitué, même des gens qui pourraient s'en plaindre du « ouais, mais le tour par tour, c'est archaïque ». J'ai envie de dire, essaye au moins, et mets-toi dedans. Ouais. Pose-toi pour réfléchir et arrête de vouloir te faire agiter les clés devant les yeux. Voilà, et en fait, on en revient à un truc le jeu vidéo
il veut te rendre intelligent. D'ailleurs, on le disait, on parlait même pour les personnes qui aiment les Souls, par exemple. Le fait qu'on aime les Souls, c'est parce qu'on aime construire des builds. Le fait que moi j'ai apprécié par exemple des jeux comme Diablo 2, c'est parce que j'aimais construire des builds. Voilà. Si tu as mis les quelques heures sur sur Path of Exile, c'est parce que tu aimes construire des builds. Quelques heures, oui. Voilà. Oui, parce que tu as toute une idée stratégique pour rouler sur les bases. Voilà, et donc ça veut dire qu'on peut apprécier, voilà, c'est ça, on peut apprécier autant le temps réel que le tour par tour, et parce qu'on arrive à retirer l'épingle du jeu de chaque mode de jeu finalement. Ben, c'est un peu ce qui se passe avec Fantasy Life actuellement, c'est-à-dire c'est un temps réel, mais le fait qu'il y ait quand même une stratégie, qu'il y ait des compétences, qu'il y ait un arbre de compétences, que tu peux développer des métiers, que chaque compétence que tu vas choisir va te servir en stratégie, ça rend le truc intéressant, voilà. Et du coup c'est moins rébarbatif que du temps réel où c'est juste bourrin. Et ce sera sûrement le sujet d'un prochain épisode, du coup. Hein, on va pas balancer toutes nos balles. On peut pas tout spoil. Non, bon, voilà. Donc, conclusion, on peut dire, sur le temps réel, enfin, le tour par tour, pardon. Ouais, j'ai enchaîné, moi. Je suis dans le futur. Moi, j'ai déjà un peu dit ce que je pensais, mais pour moi, le tour par tour, c'est une formule qui est vraiment intemporelle, dans le sens où elle est là depuis le jeu vidéo. Elle est encore là. Et non seulement parce que voilà, c'est quelque chose qui est quand même sur le papier assez simple à mettre en place, mais aussi parce qu'elle a su être de plus en plus exigeante au niveau de la réflexion qu'on doit avoir, au niveau des builds, au niveau de la construction, au niveau du placement, mais aussi au niveau des réflexes pour certains, et aussi parce que c'est une formule qui s'est, comme je l'ai déjà dit, mutée, changée, et qui s'est jamais reposée sur ses lauriers, en fait. Ouais. Mais ça, voilà, c'est un système... Ça permet... une réflexion, et surtout dans cette génération justement où il y a de plus en plus de difficultés à avoir une certaine concentration et pas toujours ce truc de dopamine constant, le fait qu'il y a un retour du tour par tour et de la stratégie, etc., justement c'est intéressant. Oui, voilà. Ouais. C'est ça. Bon, du coup, ça permet aussi des expériences qui sont riches, tactiques et posées. Et voilà, et on vit dans une époque qui va à 200 à l'heure, et des fois, c'est des fois intéressant justement de jouer à ce genre de jeu pour apprendre à se poser. Oui. Et même retrouver même et s'apercevoir que c'est pas parce que c'est un peu plus lent comme système de gameplay dans des combats que c'est mauvais. Et qui plus est, en plus, on montre, comme on l'a expliqué tout au long de l'épisode, là, on se pose, c'est de la stratégie, c'est de la réflexion, c'est surtout très riche intellectuellement, c'est même riche pour justement développer une forme de réflexion sur les choses, analyser une situation. Ça permet justement beaucoup de choses qui font un peu défaut malheureusement au monde vidéo ludique aujourd'hui, parce que on est passé depuis quand même quelques années à une version, comment on va dire, l'hégémonie des Souls, c'est-à-dire qu'on a eu une période RPG, tu vois, on a eu une période open world, on a eu les périodes MMO. Aujourd'hui, c'est les Souls-like qui dominent. Et ce qui est dommage, c'est que en fait, les Souls-like avaient une grosse base jeu de rôle narratif extrêmement posé, avec justement des origines jeu de rôle avec construction de build, où aujourd'hui, la construction de build, elle n'existe pas dans les Souls-like, par exemple. Et moi, c'est ce que je déplore. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le dynamisme pur. Il faut que ça roulade, il faut que ça roulade, il faut que ça roulade. Alors que ça, c'était juste un des gameplays. Voilà. Mais ça fera partie d'un autre épisode. Écoutez, ça fait déjà 1 heure qu'on parle à peu près.
Ah oui, c'est le temps passé. On a beaucoup de choses à dire sur le On a jeu. eu beaucoup de choses à dire. Oui, Moi, je pense qu'on a c'est on a un fait sujet intéressable. pas mal le tour, même si on a un peu digressé. Mais la conclusion, voilà, c'est ça. C'est un genre intemporel. On l'a vu. On Oui. pouvait s'en douter, même, mais il fallait quand même développer un peu. Et on a pu parler de Grandia, donc c'est parfait. Oui. Oui, non, non. Et puis il faut se dire une chose, que ça soit sur la Switch, que ça soit sur... Il y a plein de remakes d'anciens jeux vidéo. On voit que ça marche, on voit que c'est intemporel, que ça... On les remet au goût du jour, ces jeux. Ça veut dire Et que on sait qu'ils plaisent et qu'ils vont plaire. en plus, c'est le genre de jeu qui est peut-être beaucoup plus abordable aujourd'hui pour les nouvelles générations, etc. Je pense prenez n'importe quel JRPG tour par tour sur Super Nintendo ou PlayStation. C'est des jeux qui sont même qui ont vieilli, hein, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ils sont toujours jouables de manière agréable encore aujourd'hui. Hein. Oui, Alors il y a mais tout ce forcément qui est des passages un peu, voilà, bref. Méa qui a fait FF8 pas si longtemps, oui, il y a des passages, ils ont vieilli, hein, et surtout quand ils ont voulu faire des trucs un peu plus dynamiques. Mais Ouais, par contre, non, mais le système de jeu est toujours là, quoi. en fait, le système de jeu, il est toujours là. La narration est très forte dans FF8, beaucoup plus forte que beaucoup de gens le pensent. Le seul défaut d'FF8, finalement, c'est JPEG où tu dois chercher Ouais, voilà, des trucs ouais, bah interactifs, c'est le quoi. système de jeu de l'époque avec des fonds Ouais, et qui ne puis il n'y sont a pas rien des qui fonds en brille en 3D, plus, c'est c'est du pas Resident précalculé. Evil. Ouais, voilà, c'est pas du précalculé, c'était un peu une transition. Non, je suis très heureuse qu'ils remettent la 2D à la mode. On a vu ça avec le remake Ouais, le Dragon fameux Quest, le On a 2D vu HD, ça ouais. avec Octopath Traveler. pardon. J'adore comment tu prononces les. Dis-moi Tales of, vas-y. Tales. Bah là, elle va dire Tales of, mais elle dit Talof. Oui, je sais. Oh, Je suis Bref. française. je suis fourliche. Moi, je dis Talof. Monster Hunter Non, mais- Wild. Pardon, excusez-moi. Elle dit, Non, elle dit mais- Hunter x Hunter, hein, donc. Oui, voilà. Il y a même, on peut le voir aussi avec Sea of Stars, où c'est de la 2D, mais c'est très beau en fait. C'est-à-dire que le fait de remettre au goût du jour des choses qui étaient en 2D, ça marche encore aujourd'hui et ça sera indémodable. Mais c'est C'est-à-dire ce que qu'en je disais, 10 ans, ouais, 30 ans, c'est- 50 ans, ça sera encore la scène beau. ND, elle peut se l'approprier très facilement parce qu'en fait, c'est des systèmes de jeu qui sont faciles à mettre en place et que tu peux complexifier si tu as des bonnes idées et que tu peux mixer avec d'autres systèmes de gameplay. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que dans l'histoire des JRPG, c'est Chrono Trigger qui a montré que on pouvait mixer plusieurs systèmes de jeu ensemble et que ça fonctionne. Et qu'on pouvait, parce que c'était pas forcément très répandu à l'époque, mais le fait qu'il n'y ait pas de combat aléatoire et que ce soit des monstres qui apparaissent sur la carte qui provoquent les combats, qu'on puisse avoir des combos entre les personnages du groupe, que les placements sont importants, même si en fait on peut pas déplacer son personnage en combat dans Chrono Trigger, mais qui est venu plus tard dans d'autres jeux, avec les systèmes de ligne, qui existaient d'ailleurs dans les vieux Final Fantasy. Enfin bon, bref. Donc, jouer à ces vieux jeux, jouer à Chrono Trigger, jouer à d'autres jeux de cette génération-là, c'est des jeux qui ont été très peu modifiés, justement parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de les modifier. On peut juste, malheureusement, déplorer la barre ATB qui a été rajoutée dans certains remasters des vieux Final Fantasy, mais on peut les retrouver en version originale, et jouer à Dragon Quest, même si c'est très peu connu en Occident, pourtant jouer à Dragon Quest, c'est, si on aime les JRPG, c'est on met les pantoufles et on est à la maison, on est tranquille. Ce qui a fait que j'ai joué à Dragon Quest, je pense que c'est le 11 et je pense que c'est la meilleure porte d'entrée. Ouais, le 11 est bien pour y rentrer, j'avoue. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Non, mais c'est pour la porte d'entrée, en fait. Pour la porte d'entrée. Alors, pour la porte d'entrée, Mon préféré, c'est le 3, mais... Je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est pas le meilleur. Je suis d'accord que c'est pas celui qui montre la profondeur d'un Dragon Quest. Je serais plus pour dire le 9 ou le 8. Mais bon, aujourd'hui, il est facilement trouvable et ça permet justement d'aborder la saga plus facilement.
Voilà. Ouais. En fait, Dragon Quest, c'est comme une bonne pizza. Voilà. Tout le monde connaît la pizza, tout le monde sait quel goût ça va avoir, mais à chaque fois qu'on en mange, on est rarement déçu. Voilà. Oui, voilà, c'est un peu ça. D'ailleurs, très actuel, si vous êtes fan de rétro gaming, jouez à Suikoden. Alors, je conseille ceux qui sont Suikoden, je en conseille 2D. le 2. Moi, je conseille le 2. Ouais, non, mais Le 1 je est un conseille peu ceux qui sont en 2D archaïque. parce que ceux qui sont en 3D sont moches, ça pique les yeux, hein, voilà. Mais honnêtement, avec tout ce qui se passe dans notre génération, ce qui se passe actuellement, etc., vous allez voir que ça va vous faire un bon rappel. C'était le rappel politique. Voilà. On pourrait parler de la narration politique, mais on fera un sujet, vous inquiétez pas, il y aura un épisode sur la narration politique dans les Oui, ne JRPG, nous étendons pas. voire même dans parce que les la narration- RPG, parce que là, sinon, on est parti pour des heures. Eh bien, on va dire, on va conclure cet épisode. On va dire que c'est un système intemporel, voilà, rétro, mais toujours d'actualité. Ça arrive toujours à se renouveler. Et, et ben on dit à la prochaine alors. Ça vous va? À la prochaine. À la Bisous. prochaine. Eh bien, des gros bisous. Et puis j'espère que vous aurez apprécié l'épisode. Bye! Bye.